Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans votre émission L'invité de la semaine. Vous le savez, le 21 février, c'était la journée internationale de langue maternelle. Et ici, à Mayotte, en plus du français, nous avons nos deux langues locales, nos deux langues maternelles, le shimaoré et le kibushi. Comment sauvegarder ces langues? Vaste question, mais un homme en a fait son combat, la sauvegarde des langues maoraises. Et ce soir, nous allons donc apprendre à mieux connaître cet homme et à mieux comprendre les raisons de son attachement aux langues maoraises. Vous l'avez compris, nous sommes avec Rastami Spello, le président de l'association Chimé. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kala. Merci d'être avec nous ce soir pour qu'on apprenne à mieux vous connaître et pour nous parler aussi de cet amour pour les langues maoraises. D'abord, présentez-vous. Si vous devez vous présenter, vous nous direz quoi, Monsieur Spello? En bref et sans image, Rastami Spello, alias Rastami Soumaïla Mdala Mkolo Berazanga, de Mtsamboro, né il y a déjà quelques 50 ans et quelques, puisque en notre temps, on n'inscrivait pas directement les enfants nés, donc on était nés à peu près à... L'année, il y avait beaucoup de mangues. L'année où il pleuvait voilà. beaucoup. Et donc de Mtsamboro, que vous connaissez très bien, est issu d'une famille immédiate d'une fratrie de 11 têtes, mais plus largement, nous sommes une très grande famille. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, alhamdoulilah. Je pense que c'est beau, là. Oui, je pense que oui, c'était une très belle présentation. Merci. Enfant de Mtsamboro, l'un des villages historiques de Mayotte. Comment c'était la vie à Mtsamboro, notamment quand on vient d'une aussi grande famille? Plus qu'agréable. Une vie paradisiaque avec nos cases, mais surtout un cadre tsunamiquement beau. Ah, c'est bien dit. Tsunamiquement beau. Oui, l'image est très belle. Avec de très belles plages, des îlots devant. Ça y est toujours aujourd'hui. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le même cadre. Nous avons perdu tous nos cocotiers qui bordaient la plage. Nous avons perdu la clarté de l'eau de mer. Nous avons perdu aussi la blancheur du sable. Nous avons tout perdu au niveau du village. Il faut aller plus loin, aller aux îlots en face pour goûter un peu à notre cadre passé. On retrouve un Rastami Spello un peu écologiste qu'on ne connaissait pas forcément. Pas forcément écologiste, plutôt nostalgique d'un passé beau, d'un passé où c'était le village qui s'occupait de tout le monde, de tous les enfants, d'un passé où la communauté était vraiment communauté. Beaucoup des gens que je reçois ici sont nostalgiques du passé, de l'éducation, de tout ce qu'il y avait. Mais ces gens-là, ce sont eux qui composent la société d'aujourd'hui. Pourquoi n'applique-t-on pas finalement ce qui se faisait depuis toujours? Mais soyez francs, nous appartenons à une nation. Nous faisons aujourd'hui partie de la France. Mais très franchement, qu'est-ce qui est fait ici pour sauvegarder ce qui est à nous? Rien. Tout se fait pour que nous ne soyons pas maorais. Tout a été fait comme ça depuis le départ. Alors, ils, entre guillemets, ont gagné. C'est quoi être maoré? Être maoré, c'est d'abord faire en sorte que tout ce qui est d'ici puisse être mis en avant. Notre façon de manger, notre façon de nous habiller, la façon à nos femmes de tresser leurs cheveux, etc., etc. Tout ça, on a tourné le dos à tout ça. Les femmes s'habillent quand même encore en salouva, on retrouve... Oui, pour montrer aux gens que c'est vendredi, yes. Pas forcément, pas forcément. Je ne vise personne. Je ne me sens pas visée du tout. Merci. Fils d'un ancien chef du village,
pendant 36 ans, votre père était chef du village. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être l'enfant d'un chef du village? Qu'est-ce qu'un chef du village pour nous autres qui n'avons pas connu un chef du village? Dit comme ça, c'est un peu mal dit. Mon papa a dit qu'il n'était pas chef du village. Il était Ra'as el-Bilad. Parce que le chef du village, il était là pour servir le colon. Le colon. Mais mon papa était au service du village. C'est-à-dire, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il s'occupait des affaires du village. Il village. faisait office de juge, de... Non, office de juge, office de... Comment on va appeler ça? Office de Mkizmbel. Je ne sais pas si les Français ont quelque chose. Je ne sais pas si, mais moi-même, j'arrive à traduire. Qu'est-ce que ça signifierait? Mon père ne s'était pas autoproclamé chef de village. C'était les notables qui l'ont invité un jour, alors qu'il était jeune, pour lui dire que la décision était prise pour qu'il s'occupe des affaires du village. Ils avaient décidé de le mettre devant, de faire ce qu'ils devaient, eux, faire. D'accord. Vous voyez? Et donc, pendant 36 ans, on l'avait ôté de ce poste-là à 3 reprises, pendant à peu près une durée de 2 à 3 mois à chaque fois, pour montrer à d'autres prétendants qu'en fait, lui, il avait acquis ce que les anciens pouvaient attendre de quelqu'un qu'on met devant. Et qu'est-ce que ça fait quand on est le fils du Raïs El-Bilad? Est-ce que ce n'est pas un poids trop lourd pour un jeune homme, peut-être qui aspirait à plus de liberté Et je ne suis pas le seul à être le fils du Raïs El-Bilad. Je ne suis même pas le premier. Hein. Oui, mais même si vous êtes le 4e, mais... Alors, oui, il y a du bon et du pas bon dedans. Le bon, c'est que le Raïs, lui, il avait beaucoup appris des grands, des anciens, et il avait une ligne de conduite qui était bien. Il était assez aimé de tous. Mais vous savez, quand on est devant, ça crée de la jalousie. Il y a forcément certains qui aimeraient être à cette place, et donc... Pour vous, ce n'était pas trop lourd comme poids pour les enfants? Si, parce qu'il était souvent appelé à ne pas être à la maison, à sortir de Mtsamboro, soit pour le merengue, soit pour d'autres représentations. C'était un peu difficile, mais à la longue, on grandit avec et on comprend mieux le rôle qu'il joue et on arrive même à aimer. J'aime bien ce qu'il a fait. Est-ce que ça aide à rester sur le droit chemin, à ne pas faire des bêtises? Je pense que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. On doit toujours être un petit peu l'exemple. Et puis, on prend un peu de ce qu'il a, hein, quand même. Eh bien, justement, c'était ça l'autre question. Est-ce que ça aide à prendre conscience du poids, de l'importance de la culture? Nécessairement. Le chef du village reçoit. Le chef du village envoie. Il reçoit du monde. Il écoute. Il débat. On a beaucoup reçu de monde, on a beaucoup entendu des plaintes, on a beaucoup entendu chez nous. Hein, et ça n'entre pas dans l'oreille d'un sourd. Quand on est un jeune homme bien concentré, ça reste et ça réapparaît des fois, un peu plus tard. Une fratrie de 11 enfants, tous d'une même mère? Yes, mais nous avons aussi d'autres mamans. D'autres mamans... dont les enfants sont venus vivre dans la cour, à l'exception de la dernière, mais avec laquelle nous partageons, comment on dirait ça, nous sommes très, très proches. Les enfants de la dernière maman et nous, c'est notre maman, la maman. En fait, on va chez elle, elle vient chez nous, elle peut dormir chez nous comme la nôtre pouvait, parce qu'elle n'est plus. Nous sommes... Enfin, elles sont 2, mais c'est comme si elles n'étaient qu'une maman. Vous parlez d'une polygamie presque magnifiée. C'était vraiment très... Parce que mon papa était magnifique, il a su faire les choses. À son lit d'hôpital, il y avait toujours ces 2 femmes. Sorti de l'hôpital pour rentrer écouler cette dernière semaine, il y avait toujours les 2 femmes chez ma maman. Elles étaient là
autre. Mais toujours, et sans chichi, sans machin. En fait, c'était... Maintenant, il y a beaucoup de chichi, c'est ça? Pas forcément, pas forcément. Bon, je ne vais pas tout dire, mais je pense qu'il faudrait savoir gérer. Est-ce que vous avez, enfant, vous avez toujours eu cet amour des mots? Parce que vous avez le verbe très poétique, j'ai envie de dire. Vous avez une manière de faire des déclamations. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Mais les Mahorais sont comme ça, c'est des gens agréables. Ils sont... Écoutez, quand les anciens se rencontraient, il fallait nécessairement savoir, comment dire, savoir parler à l'autre. Nous avons dans notre culture un code qui consiste à accorder du temps quand on rencontre quelqu'un pour lui parler, lui faire les salam alek. On ne les balance pas comme ça et puis on s'en va. Non, il faut savoir les poser. Il faut savoir s'intéresser à l'autre. Alors, donc, se battre pour les langues mahoraises, c'est aussi ça. C'est pas juste les langues, mais c'est défendre tout ce qui fait de vous un Mahorais. Madame Kala, la langue a besoin de la culture pour s'asseoir. La langue, elle a besoin de parler d'elle-même, de parler de la culture. C'est une partie inhérente à la culture. Si la culture n'est pas, la langue s'en ira. D'accord? Et parler en shimaoré, c'est savoir maoriser son shimaoré. Si on ne met pas de parfum maoré dans sa façon de parler maoré, il y a quelque chose qui ne tournera pas rond. Vous êtes un grand amoureux du Shigoma. Et c'est vrai que dans les chansons du Shigoma, on retrouve une espèce de déclamation, comme ça, une manière de dire les choses qui est très poétique et qui est très important aussi. Ça va ensemble. Le Shigoma, c'est de la musique. C'est deux musiques en somme. La musique instrumentale, je ne sais pas en faire et ça m'intéresse un peu moins. Et la musique vocale basée sur un texte que nous avons puisé sur un grand tableau oral que nous a légué l'ancien. Dans ce tableau-là, il y a mieux que ce qu'a fait Ronsard, mieux que ce qu'a fait Baudelaire et consorts. C'est tsunamiquement agréable et nos enfants doivent le savoir. Nous devons porter cela à la connaissance de la jeunesse qui monte. Vous êtes un grand chanteur du Shigoma? Je suis un grand consommateur de Shigoma. Parce que j'allais vous inviter à chanter à la fin de l'émission. Les textes, je n'aime plus les chanter. J'aime les apprendre aux gens parce qu'ils sont ils sont très poétiques. On va y revenir sur ces textes poétiques à la fin de l'émission. Comme ça, vous allez nous dire... Vous avez accordé du temps à ça? On va une minute, en 2 minutes, vous allez nous dire trop court. Vous allez nous sortir une parole de Shigoma qui vous plaît bien et pourquoi ça vous plaît bien. Mais avant ça, on ne le sait pas, tout le monde ne le sait pas, mais en fait, vous êtes un bijoutier à la base. Oula, vous avez un CAP de bijouterie, on m'a dit ça. Vous fouillez, hein? Vous fouillez. Oui, ça fait partie du métier. Oui, alors je suis le premier bijoutier diplômé de cette île. J'ai fait une formation de bijouterie à l'île de la Réunion, à la ville de Le Port, de 1987 à 1989. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce diplôme? De ce diplôme? De quel diplôme vous parlez? Un diplôme de bijoutier. Mais les bijoux ne parlent pas. On veut des bijoux filigranes faits par Spello. J'ai applaudi quand j'ai appris là-bas que c'était une spécialité d'ici, le filigrane. Mais faire des bijoux, c'est accepter de s'enfermer entre 4 murs alors que j'ai des mots à faire entendre. Je ne pouvais pas m'installer. Vous pouvez mettre ces mots sur les bijoux? Sur les bijoux? Oh, il y aurait besoin de beaucoup de bijoux. Non. Qu'est-ce qui vous a mené vers ce cursus de bijoutier? Oh là là. C'est à cause de l'enseignement colonial qu'il y a eu ici et qu'il y a encore. Hein. Ils voulaient refuser à ceux qui avaient un petit peu de penchant pour la littérature de continuer. J'étais très bon en français, très bon en anglais et meilleur de tous en espagnol. Mais en maths? J'étais blessé en maths et en physique. Et ils ne voulaient pas me faire passer en seconde parce que
il y avait ça de pas bien. Alors je leur ai dit, je sais que vous voulez mettre les littéraires à la poubelle, alors j'accepte. Je m'incline, je vais faire de la bijouterie. Et après, vous êtes revenu? Revenu où? Ici, j'ai continué là-bas. En fait, quand général, vous êtes revenu sur le cursus général. Quand je faisais la bijouterie, mon prof de français a constaté que j'avais un niveau qui ne méritait pas de mourir, qui méritait d'être arrosé. Elle me disait, mais vous ne devrez pas être là. Alors, j'ai fait les 2 années. Après, au lieu de revenir à Mayotte, je me suis caché. Et à la rentrée, je suis allé la voir pour lui dire, vous avez dit que je devais aller en seconde. Elle m'a applaudi et elle a fait ce qu'il fallait faire. Ce qui vous a permis de poursuivre jusqu'à master d'anglais, que vous avez été en Écosse. Votre informateur, j'ai besoin de son nom. Vous avez été en Écosse, Rastami Spello. Et moi? Déjà, pourquoi l'anglais? Pourquoi partir en Écosse? Pourquoi tout ça? English. J'étais un grand fan de Bob Marley. J'étais un grand fan de Bob Marley. J'ai écouté ses textes, je les lisais, j'ai chanté avec lui. Ce qui m'a permis de booster votre anglais. Mon English. Et ça vous a donné envie de poursuivre, d'apprendre? Mais c'était ma matière de base. Et vous dites que c'est l'anglais qui vous a fait découvrir le Shimaoré, finalement? Mais bien sûr. En faisant de l'anglais, avant même d'aborder la linguistique en tant que matière, j'ai commencé à sentir qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre l'English et l'ici, le Shimaoré. Du genre, quand vous faites de l'anglais, vous avez 3 présents. Vous dites « I go to school »,« I am going to school »,« I have been going to school ». Mais nous avons ça chez nous. Et j'ai vu ça, je dis « Hey, Wanyawi, ma langue là, c'est vraiment une langue ». Hein? J'ai commencé à m'intéresser. Et quand je suis arrivé en licence, j'ai commencé à faire de la linguistique. Et des questions ont commencé à se poser dans ma tête. Et j'ai dit, mamma mia. C'est vrai que la linguistique fait toujours cet effet-là. Mamma mia. Surtout quand on n'a pas... Est-ce que vous avez regretté à ce moment-là qu'on n'ait pas de livre de grammaire du Shimaoré? Je n'ai pas regretté. Je me suis dit, il m'appartient de faire en sorte que tout ce qui existe là-bas existe aussi dans mon île pour nettoyer ma langue et l'offrir aux enfants. Et donc, vous êtes rentré à Mayotte et finalement, vous n'êtes pas devenu prof d'anglais? Il nous en manque de profs à Mayotte. Hein? Alors, j'ai essayé une fois, mais dans la colonie où nous vivions, où nous vivons d'ailleurs, hein, l'enseignement de l'anglais était réservé à d'autres gens. Il manquait de profs, mais quand tu demandais à aller enseigner au collège, on te faisait attendre. D'accord? Mais quand les gens venaient avec un bac poubelle et un CAP de gazon et qu'ils demandaient à aller faire de l'anglais là-bas, qu'ils n'étaient pas maorais, on les acceptait de suite. Et donc, moi, on m'a refusé pendant environ 1 mois. J'avais besoin d'argent, je suis allé à l'école primaire. Mais en allant à l'école primaire là-bas, j'ai commencé à enseigner, mais j'ai pensé en ma langue quand je regardais les jeunes. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça, 2 lignes. L'enseignement de ça et de l'enseignement de cela. Est-ce que ça n'a pas été difficile de partir de rien parce qu'on n'avait pas une base écrite et faire cette grammaire, partir de quoi? On avait déjà des bases. La vraie base, c'était moi déjà. Quand je suis venu, en fait, je n'ai pas créé Chimay. Hein. Chimay a été créé par des enseignants qui voulaient accéder au Shimaoré. Mais dans le groupe, il y avait des gens qui avaient une connaissance en Kiswahili. Donc, c'était aussi une base. Donc, ils ont commencé à prendre des cours et ils ont commencé à écrire un petit peu. Je suis venu, j'ai aidé aussi, j'ai contribué à un travail qui avait un peu commencé. Mais le travail de ce groupe était un peu isolé.
Il n'était pas là pour faire ce que moi, je voulais totalement faire. Rastami Spello, je vous ai écouté, vous parlez souvent de colonie. C'est un mot ici, on n'aime pas trop parler de ce mot-là, parce que ça remet un peu en cause, on a envie de dire, Mayotte française. Est-ce que c'est pas très serre la main, vous, le MDM? Alors, je suis content de vivre dans cette nation où on est libre de dire ce que l'on a envie de dire. Je ne peux pas comprendre que la liberté s'arrête à Paris et non ici. Si je sens que je dois le dire comme ça, vous le dites. Je suis quelqu'un de libre, je le dis. Le Shimaoré qui va être enseigné à l'école, c'est une fierté aujourd'hui? C'est plus qu'une fierté. Je dirais même Alhamdulillah. Ça peut traduire tout pour ceux qui ont la connaissance. Mais vous êtes contre? Non, je ne pense pas. Vous ne pouvez pas être contre que l'on ait travaillé pour faire en sorte que ce que nous ont légué nos parents puisse rester et durer. Faire admettre nos langues à l'école, c'est leur assurer une suite, c'est leur assurer une pérennité. Et qui va enseigner ces langues? Nous avons des connaisseurs, nous avons des gens. Vous avez des formateurs? Nous avons formé des gens, mais ils ne sont pas très nombreux. L'éducation nationale a beaucoup de Maorés qui sont de très bons pédagogues. Il ne leur manque qu'une petite chose, une connaissance métalinguistique de ces deux langues qu'ils parlent bien, mais qu'ils ne voient pas. Il faut juste leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient ces langues et la chose fera son chemin. Eh bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Rastami Spello, ça passe très vite. Alors revenons sur le Shigoma. Oui. Je veux que vous me sortiez une phrase, une chanson de Shigoma et vite nous expliquer pourquoi c'est poétique pour vous. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins, mais je vais vous dire au lieu de vous chanter. Ah, dommage. Tampa kaiona, nambawani ya languja, dede kaipara. Vous m'avez accordé 1 minute, c'est très court. C'est trop court même. Tampa, c'est quoi? Nous y 2 passons. minutes, on me dit, vous avez 2 minutes. Mais 2 minutes, alors, la phrase, le petit texte en question nous dit « Tampa kaiwana ». Mais le tampa, pour en parler, il nous faudrait une matinée au minimum, mais c'est une fleur qui sent bon. Vous savez comment ça se travaille. Ça ne se cueille pas à n'importe quel moment, ça se cueille à un moment crucial et spécial. Ça se travaille de manière méticuleuse, avec beaucoup d'attention, parce que ça a un but. Mais allons vite. Pourquoi Tampa Kaiwana? Parce que Nambawan, il y a l'Anguja. Anguja, c'est où? Nos relations avec l'extérieur, nous étions déjà ouverts à l'Afrique. Dédé Kaipara. Alors le Nambawan, il y a l'Anguja, en un mot, c'était comment on appelle ça? Le nguo qui était à la mode dans ce temps-là. La dame qui n'avait pas ça, il aurait pu s'habiller avec d'autres choses, mais personne ne le regarderait. Donc, puisque Dédé n'a pas eu ça, Dédé n'a pas fait cela. Mais nous avons frôlé, nous n'avons rien dit. Mais je vous assure, vous qui nous regardez, je ne sais pas où regarder pour pouvoir dire aux gens, vous qui nous regardez, allez vous renseigner sur le tampa, rien que sur le tampa, et vous comprendrez ce que ça veut dire. Ils ont codé. C'est trop beau. Hors antenne, je te dirai tout. En bref et sans image. Merci beaucoup, Rastami Spello. C'est pas vraiment passé très, très vite. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et nous transmettre votre amour des langues mahoraises. Merci, Kala, mais c'était trop court. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Passez une très bonne soirée sur Maïs la Première.